Salut Patrick! Salut Lily, Salut Patrick! Ça fait penser, tu sais, aux années 80 un peu. Patrick Bruel, on me l'a jamais faite, bizarrement. Pour ceux qui ont la référence. Donc écoute, je suis ravie de t'accueillir dans ce podcast. Tu es en plus le tout premier épisode. J'attendais ça avec impatience. Pourquoi j'ai voulu te recevoir en premier? Attention, c'est stratégique, hein. C'est que, en fait, moi, je suis donc une nana qui est beaucoup plus dans le développement du business, dans le développement commercial. J'ai géré pendant 15 ans le développement de boîtes à l'international. J'ai que un mot en tête, c'est le chiffre d'affaires. Et en fait, je me rends compte en t'écoutant qu'on fait tous cette grosse erreur, hein, en tant que dirigeant, DG ou même responsable commercial, c'est qu'on focalise sur le plus dur qui est l'apport de chiffre d'affaires et on néglige complètement les achats. Alors, on a l'impression de bien faire, hein, mais dès qu'on creuse avec toi, je le sais, on ne fait rien de bien. Ce qui veut dire que la marge en fin d'année, elle est catastrophique par rapport à ce que ça aurait pu être. Alors, Patrick, j'avais envie de te laisser te présenter. Qui es-tu? Et ensuite, on rentrera dans le vif du sujet qui va être, à mon avis, un sujet passionnant pour toutes les PME qui perdent de l'argent en ce moment même. Alors merci pour l'intro parce que elle correspond très bien à ce que je pense, donc tu as bien bossé le sujet. Heu, c'est bon, on est alignés sur tout ça et ravi que nos premières discussions t'ont éveillé, là-dessus parce que c'est vraiment important pour moi. Une rapide présentation. Je m'appelle Patrick, j'ai 35 ans, je vis en Suisse, je travaille en Suisse et depuis septembre 2024, j'ai lancé ma société de conseil dans les achats. L'idée est de pouvoir accompagner des entreprises qui n'ont pas forcément des achats aujourd'hui, un service achat, à être beaucoup plus performantes, grâce au levier, grâce au métier des achats. J'ai travaillé pendant longtemps dans des grandes entreprises, des grands groupes, internationaux, des multinationales et j'ai vu toutes sortes de services achats plus ou moins matures et l'envie à l'aube de mes 35 ans était de pouvoir voler de mes propres ailes et de pouvoir travailler avec des clients plutôt qu'avec un patron et donc Ouais. je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, avec ce fabuleux métier pour accompagner aujourd'hui des entreprises, voilà, diverses et variées dans différents secteurs à, considérer un petit peu plus les achats et un peu moins le chiffre d'affaires pour investir du temps et de l'énergie sur, cette fonction qui est mal maîtrisée, mal connue, un peu méprise parfois, mais Mais qui peut apporter complètement! tellement. Voilà. Alors, j'aimerais parler de mes clichés parce que je pense que beaucoup se retrouveront dans les clichés que moi-même j'avais. Pour moi, si tu veux, les achats, c'est vraiment prendre son téléphone, discuter, presque, tu sais, la boîte de petits pois, tu me l'as fait à 2 € plutôt que 3 €. C'est les gens qui viennent t'embêter parce que quand tu veux un logiciel, eh ben, ils sont là: «Ben non, mais il est trop cher» et cetera. Donc c'est plutôt un peu des troubles faits, hein, quelque part. Et j'ai du mal à y voir le côté stratégique parce que je me dis: «Mais les achats, de toute façon», c'est ce que je me disais quand j'ai été à la direction du pôle commercial, je me dis: «Beh, ils savent pas trop ce qu'on fait». Donc en fait, moi j'aimerais, que tu déjà peut-être poser une définition. Qu'est-ce qui est pour toi, un achat stratégique? Parce que ce que j'ai bien compris, c'est que je faisais une, comment dire? Un mix entre approvisionnement, qui est le fait de prendre son téléphone et cetera, et l'achat stratégique tel que toi tu le perçois, qui est complètement différent, qui s'intègre complètement au business et à tous les services de l'entreprise, en fait. Ah, en fait, beaucoup font encore l'amalgame aujourd'hui, entre les achats et l'approvisionnement. Il y en a pas un qui est mieux que l'autre, c'est juste 2 fonctions dans l'entreprise qui sont complémentaires et qui travaillent l'une à la suite de l'autre. Les achats qu'on dit normalement les achats stratégiques, c'est plutôt le rôle, d'un acheteur qui va sur une commodité, sur un type d'achat, trouver les meilleurs fournisseurs, signer des accords cadres, des contrats qui vont régir la relation entre un fournisseur et un client pour pouvoir livrer, Mmh. soit des produits, soit des services, mais majoritairement des produits parce que si derrière on l'approvisionne, c'est qu'il y a des produits, des articles qu'on achète et l'approvisionneur, lui, se base sur, ce qui a été désigné dans le contrat entre les prix, la qualité, les délais de livraison et cetera. Lui, finalement, il va faire vivre ce contrat au quotidien parce que c'est lui, en fonction de ce que le besoin de la prod va pouvoir tirer sur des articles horlogers. Par exemple, moi, j'ai travaillé dans l'horlogerie, c'est, le besoin de la prod qui va tirer dans les systèmes d'infos et derrière, on va avoir l'approvisionneur qui va gérer le day to day avec le fournisseur sur les quantités à Mmh. livrer. C'est lui qui va, se dire: «Bah,
par rapport aux futures quantités qu'on a à produire pendant les prochaines semaines, bah, je vais commander, par 10, par 20, par 50, parce que lui, c'est sa stratégie à lui, finalement, d'approvisionnement. Mais le métier d'acheteur est complètement différent parce qu'il est largement plus en amont. C'est lui qui va dire: «Aujourd'hui, j'ai besoin de telle pièce, j'ai un besoin, je dois, définir ma stratégie». C'est pour ça qu'on appelle des acheteurs stratégiques parce que on va définir la meilleure stratégie pour aller chercher la meilleure pièce chez le meilleur fournisseur pour que derrière la prod puisse venir utiliser, ces pièces. Alors merci pour cette nuance qui me fait, réaliser que je n'avais rien compris. Parce que non mais vraiment l'approvisionnement et effectivement, alors j'avais du coup, redoré, l'achat, mais l'approvisionnement me paraissait finalement un petit métier à côté. Mais non, il a lui-même sa stratégie, c'est lui qui est le garant de la relation, en fait, avec le partenaire et si j'ai bien compris, vous travaillez main dans la main pour que, en fait, toi, à un niveau macro, tu vas prévoir une stratégie et lui, en fait, va gérer, comme tu dis, le day to day, le quotidien, les ajustements et cetera. Mais il a Oui. vraiment un vrai rôle avec une vraie latitude, si je puis m'exprimer ainsi. Clairement, aujourd'hui, c'est lui qui va définir, quand est-ce qu'il commande. Ouais, Pourquoi il commande aujourd'hui et pas dans 3 mois? Parce qu'il doit livrer, à temps pour la prod, en fait, c'est lui qui est garant que la pièce, elle soit sur la ligne de prod au bon moment, et dans les bonnes quantités. Parce que s'il commande pas assez et que derrière on doit reproduire, bah, il y a des ruptures d'approvisionnement et des ruptures de prod. On a eu le cas, il y a pas si longtemps, fin d'année, où on a été, missionné pour un audit dans une entreprise genevoise où en fait ils avaient plusieurs semaines d'arrêt de prod liés à des retards de livraison, des retards d'approvisionnement et en fait, dans leur esprit, le fautif, c'était l'approvisionneur. Tout le monde, disait: «Mais c'est ouais. l'approvisionneur qui fait mal les choses» et cetera. On a audité tout ça, on est allé beaucoup plus loin, on a audité les achats, on a audité tout ce qui est de la supply au sens large, logistique, approvisionnement, même la production pour, définir quelles étaient les causes racines et finalement, on s'est rendu compte que c'était l'approvisionneur qui sauvait un petit peu tout le monde parce qu'il y avait des carences à tous les niveaux de l'entreprise, Et oui. dans la gestion du plan de prod, dans la communication en interne, dans tous les process de l'entreprise et qui faisait que, ben, on avait beau, commander à un certain moment, anticiper assez, il y avait des retards de prod parce que dans toute la chaîne de valeur, il y avait des petites erreurs qui se cumulaient et qui faisaient qu'à la fin, ben, à un moment donné, on a, des retards d'approvisionnement et quand on a une pièce critique sur une production, bah, il manque une pièce, on arrête la prod et Alors moi voilà et je c'est bosse avec des industriels et c'est vraiment, on est d'accord, hein, c'est le cœur de leur métier d'avoir la pièce critique avec eux et souvent il y a ce problème-là et j'aimerais justement revenir sur ça parce que, tu vois, quand on parle des appros, moi j'ai été beaucoup en contact avec, le service appro dans, toutes mes expériences professionnelles et avec mes clients. Mais si je ne m'abuse, moi, le service appro parlait directement avec le DG et il n'y avait pas vraiment de responsable achat. Est-ce que ça, tu le vois souvent ça? Dans les modèles d'entreprise? Parce que, j'ai l'impression que jusqu'à une certaine taille ou peut-être c'est une méconnaissance, c'est pas une question de taille d'entreprise, c'est une question de maturité, comme tu disais, mais mmh j'ai l'impression qu'il y a le directeur achat finalement est presque inexistant des structures et c'est le responsable, appro qui, bah discute directement avec, le top management. en fait, tu peux avoir, il y a pas de réponse, toute faite. Tu peux avoir un peu de tout, mais Mmh. tu peux, souvent avoir dans des fonctions, dans des entreprises qui sont pas matures, que des approvisionneurs. Parce que OK. finalement, tu n'as pas ce rôle d'acheteur stratégique qui est en amont. C'est des approvisionneurs qui font un peu ce double rôle, tu vois? On a souvent dans des fonctions où il y a pas une grosse structure achat, où tu as des approvisionneurs qui sont aussi acheteurs. C'est un acheteur slash approvisionneur. Donc il va, lui, aller discuter avec les fournisseurs pour trouver le bon fournisseur, le bon contrat et puis derrière qui va exécuter ce qu'il a à faire et ce qui veut dire que l'approvisionneur, l'équipe approvisionnement, elle est souvent, moi je l'ai souvent vue rattachée au directeur de la supply chain ou au Voilà. directeur achat. Tu peux avoir les 2. C'est ce qu'il faut juste retenir, c'est que les achats ne sont pas au-dessus de l'approvisionnement. C'est-à-dire que c'est pas un acheteur qui est, on va dire en termes de hiérarchie au-dessus d'un approvisionneur. C'est deux personnes qui sont au même niveau, soit, on va dire, d'un point de vue hiérarchique, il y a pas de subordonné par rapport à l'acheteur, vis-à-vis de l'approvisionneur. Mais tu peux avoir de tout, parce que suivant l'organisation de l'entreprise, j'entendais encore la dernière fois,
bah, tu peux avoir des acheteurs qui sont directement rattachés à un directeur de prod, parce qu'ils sont Mmh. sur le site de prod, donc ils sont rattachés au directeur de prod, mais Je fais parfois souvent ça, mais ils ont un double reporting aussi au directeur achat qui est en centrale, qui est au siège, et tu peux avoir, stratégiquement, des objectifs qui sont différents entre la prod et puis le directeur des achats. Parce que si le directeur des achats, lui, il veut consolider sa stratégie achat, réaliser des économies, aller sur, du travail de panel fournisseur, alors que finalement, le directeur de prod, lui, ce qu'il veut, c'est son produit maintenant, tout de suite, et il s'en fout finalement d'aller négocier quelques francs ou quelques euros de plus sur sa pièce. Tu peux avoir un peu un conflit d'intérêts entre ces personnes-là qui sont, tiraillées entre différents, services de l'entreprise, et c'est là où, moi, ce que je trouve intéressant aujourd'hui, au-delà de la pro, c'est vraiment pour les achats, c'est de structurer les choses. Parce que c'est je ça. vois beaucoup dans beaucoup d'entreprises aujourd'hui, que je croise, il y a pas de structure achat, donc ça veut dire que même Non, s'il y a pas besoin d'avoir un acheteur à 100 ou 2 acheteurs ou 3 acheteurs ou une armée d'acheteurs parce que c'est une PME, mais au moins d'avoir des process, d'avoir une gouvernance, de savoir qui a le droit de commander, à quel moment, quels sont les workflows de validation, quels sont les process de choix d'un nouveau fournisseur, quels sont mais les je vais te process. je vais te dire Patrick, hein, sur ça, tu sais, quand on parle des appros, j'aimerais revenir dessus parce que moi, c'est vrai que j'ai rencontré beaucoup dans les PME avec lesquelles je travaille, on va dire, c'est à peu près moins de 400 personnes. Il y a Ouais, souvent un responsable achat, mais qui finalement fait de la pro. En fait, ouais, hein, si mmh, voilà. Ou alors, il y a que, justement des responsables à pro. Et moi, ce que ouais, j'ai remarqué, c'est que ces gens-là, ils sont hyper forts, tu as raison, dans le day to day, c'est-à-dire qu'ils manquent jamais la pièce critique. Ils savent mmh, vraiment se mettre au service du directeur de production ou au service du DG, parce que des fois, c'est le DG aussi qui ouais, voilà, mmh, ou au mmh, service des commerciaux et cetera. Mais pour moi, je fais une différence entre, justement ces compétences à arriver à Hem, bien négocier avec les fournisseurs, d'être livré à temps et cetera pour assurer une production en continu. Ça, c'est une compétence qui est rare d'ailleurs et je suis d'accord avec toi, elle est aussi importante que l'achat finalement. C'est 2 métiers différents et l'achat qui va être stratégique et qui va permettre à terme de, développer sa marge. C'est 2 choses différentes. C'est-à-dire que pour moi, les appros vont pas faire grand-chose sur, le développement de l'entreprise à l'échelle macro. Je ouais. parle, le chiffre d'affaires, ça va être le développement commercial et la marge, ça va être la réduction des achats. Donc c'est la stratégie achat, donc c'est toi, c'est ton rôle. Ça n'a rien à voir avec les appros pour moi et ça, je trouve que c'est une énorme nuance qui n'est pratiquement jamais faite. C'est pour ça que je suis trop Mmh. contente que tu sois là. Globalement, pour moi, l'approvisionneur, il négocie très peu avec son fournisseur. Il négocie sur le délai de livraison parce qu'il a commandé et que ça arrive en retard et que voilà, c'est lui qui est garant normalement du respect du contrat. Mais, les prix normalement sont intégrés dans le contrat cadre, qui sont eux-mêmes intégrés s'il y a un système d'information dans une fiche info achat où on a déjà, intégré la donnée que si je les commande par 10, c'est tel prix par pièce, si je les commande par 50, c'est tel prix par pièce, si je les commande par 1000, c'est tel prix par pièce. Mais ça, c'est l'acheteur qui l'a négocié finalement, et derrière, celui qui exécute, qui est garant de ce respect-là, c'est l'approvisionneur au quotidien. Alors du coup, j'ai une question à te poser sur ça, parce que je comprends tout à fait, ce que tu dis, mais du coup, toi, par exemple, quand tu arrives dans une société, je pense que tu vas te retrouver face à des gens, tu vois, quand c'est des prospects qui vont te dire: «OK, on n'a pas d'acheteur, mais moi je négocie très bien». D'ailleurs, Mmh, moi, je me pensais aussi comme ça, tu vois? mmh. Qu'est-ce que toi tu rétorques, qu'est-ce que tu apportes de spécifique? Parce que pour avoir parlé longuement avec toi, je pense que les gens qui disent ça sont complètement à côté de la plaque. C'est un vrai métier, ça n'est pas que de la négo voilà, je voulais juste te titiller avec cette question avant qu'on passe à la vif du sujet parce que je la trouve assez intéressante, ma question. Heu, alors sans vouloir froisser ceux qui disent ça, j'en croise beaucoup, hein, des dirigeants qui pensent bien négocier. Ce que je leur dis, c'est 2 choses. C'est que la première, moi j'ai aucun, enfin je veux dire, j'ai j'ai aucun orgueil à leur dire que je suis meilleur qu'eux et que voilà, il y a peut-être des très bons négociateurs, et ça, c'est très bien pour eux s'il y a des excellents négociateurs. Donc je veux pas forcément dire que je suis meilleur qu'eux et c'est pas le débat et c'est pas le combat de coq et de dire: «Je suis meilleur que vous êtes meilleur que moi». C'est pas ça, ça c'est le premier point, et le deuxième point, c'est que, négocier, c'est pas acheter.
En fait, négocier est une partie visible de l'iceberg du métier des achats et quand je leur dis: «Mais vous négociez au coup par coup, 2 fois sur 10, quand vous avez une commande, un devis de la part de vos équipes, c'est bien, c'est cool, mais c'est pas ça acheter parce que ça veut dire que 8 fois sur 10 vous perdez de la marge, et que vous avez peut-être négocié avec le mauvais fournisseur» et ce que j'aime leur dire toujours, je prends toujours une expression que j'avais trouvée et qui était pas mal, c'est, «Trouver le bon fournisseur est plus efficace que négocier avec le mauvais». Parce que Ah! c'est OK. ça en fait, c'est ça en fait, c'est pourquoi on en parle toujours de, c'est quoi un acheteur stratégique? Moi, une fois, j'ai un CEO qui est arrivé dans une boîte où j'étais, qui m'a dit: «Mais Patrick, il faut que je vous rencontre, c'est quoi un acheteur stratégique?» Il me dit: «Moi, j'en avais pas avant, c'est quoi un acheteur stratégique? Pourquoi vous êtes là et à quoi vous servez?» et j'avais un peu peur quand même quand il m'a posé cette question, mais j'avais préparé un peu un peu tout ça et je lui ai dit: «Mais c'est quoi la stratégie en fait? On va repartir de là, c'est quoi la stratégie? C'est définir une succession d'actions pour atteindre un objectif. C'est ça une stratégie, c'est je mets en Tout place à des fait. actions pour arriver à atteindre mon objectif» et je lui ai dit: «Beh, les achats, c'est la même chose. C'est j'ai une situation, j'ai un objectif à atteindre, c'est comment en fonction des opportunités, des contraintes que je peux avoir, pour atteindre mes objectifs, je vais mettre en place un plan d'action pour atteindre mon objectif. C'est ça être un acheteur stratégique en fait et on peut le voir à différents niveaux de maturité, différents niveaux. Ça peut être sur un achat nouveau, on le voit énormément sur un achat nouveau, c'est-à-dire: «Je dois acheter une nouvelle machine». Bah, ma stratégie à ce niveau-là, c'est: qu'est-ce que je fais? Où est-ce que je suis? Comment est le marché? Est-ce qu'il y a beaucoup de fournisseurs sur le marché? Qui peut répondre à mon besoin? Est-ce que les fournisseurs sont assez bons et répondent aux normes réglementaires de qualité que je dois Alors, chercher? j'ai une petite question sur ça justement, avant de te laisser Oui, continuer parce que ça m'intéresse d'avoir, toutes les, comment dire? Tous les ouais. paramètres. Mais sur celui-là, comment tu fais toi quand c'est très technique pour savoir qui est le bon fournisseur? Parce que tu vas peut-être pas savoir. Ah, je ne sais surtout pas. C'est là où, mais c'est parce que je suis pas un magicien en fait, Ouais. moi je suis un acheteur, ce qu'on appelle un acheteur généraliste. C'est-à-dire que pendant toutes mes années où j'ai travaillé dans des grandes structures, j'ai acheté de la logistique, des travaux, du marketing, de l'IT, des formations, du recrutement, de l'intérim. J'ai quasiment tout acheté, OK. en globalement dans OK. toutes les commodités qui peuvent exister dans les achats, ce qu'on appelle indirects. Parce qu'il y a 2 choses à définir. Si on prend vraiment le début du début, tu as les achats directs, ce qui sont tous les composants qui sont nécessaires à la fabrication de ton produit final. D'accord. Typiquement, si je prends l'exemple d'une montre, c'est tous les composants, c'est le bracelet, c'est le cadran, les aiguilles, les composants du mouvement, c'est tout ça. Ça, on l'achetait, c'est des achats directs parce que ça se retrouve directement sur le produit final. Et à l'inverse, tu as les achats indirects qui sont tout le reste, tout ce qui est nécessaire à faire fonctionner une boîte, une entreprise. Ça va être le loyer, l'énergie, la logistique, le marketing, la sous-traitance, enfin toutes ces choses-là. Et dans cette partie-là des achats indirects, moi, j'ai quasiment tout acheté. Néanmoins, OK. tu te retrouves quand même avec des achats techniques. Quand Technique! tu Et achètes oui, moi, j'ai complexe. acheté une machine de prod pour faire des parfums, une machine de conditionnement, une remplisseuse pour des parfums. Je suis pas ingénieur, c'est pas mon métier. Et alors comment tu Quand fais? Comment fais-tu pour mais avoir, comment je fais? Bah, c'est simple et c'est là où j'aime rassurer les gens, qui nous voient arriver soit quand on est externe, soit quand on est en interne. On est une équipe. On est ah un oui, binôme. On est là pour travailler en binôme. Chacun apporte ses compétences. Moi, j'apporte mes compétences pour savoir comment acheter, comment trouver le bon fournisseur pour mon client interne. On appelle ça des clients internes parce qu'on a une fonction support, c'est des clients, on leur doit un service et on leur met à disposition ce service, c'est-à-dire notre compétence, notre expertise de savoir utiliser les outils d'achat, notre stratégie achat, notre réseau, notre intelligence émotionnelle pour savoir où est-ce qu'il faut aller acheter avec la bonne méthode le bon fournisseur, eux, ils sont garants de la technique. C'est eux qui ah, émettent le besoin. C'est eux qui émettent le besoin en disant: «Ma machine, elle doit faire ci, elle doit faire ça, voilà les contraintes techniques» et en fait, quand on part du principe d'acheter et qu'on lance un appel d'offres qui est le b.a-ba d'un acheteur et de son boulot, en termes opérationnels, c'est qu'on va rédiger un cahier des charges et le cahier des charges, tu peux avoir 3, 4, 5, 6 personnes qui vont rédiger, qui vont participer pardon, à rédiger le cahier des charges.
Tu vas avoir l'acheteur, tu vas avoir le client interne, l'utilisateur final, tu peux avoir les gens des services généraux, tu vas avoir les gens de la qualité, tu vas avoir tout le monde et tout le monde va participer à nourrir le cahier des charges pour que Très in intéressant. fine mais ça j'aimerais insister, c'est que le plus important quand tu lances un appel d'offres, quand vous lancez un appel d'offres, c'est le cahier des charges. C'est le besoin parce que le cahier des charges, moi des fois j'ai des gens qui me disent: «Bah, tiens regarde le cahier des charges». C'est un mail de 10 lignes. Je suis désolé, non, c'est pas un cahier des charges. Eh oui, Un vrai un vrai cahier des charges et toi, tu dois le voir au quotidien, un vrai cahier des charges, il doit être clair, concis, complet et il ne doit surtout pas être interprétable. Parce que si toi, le lis, tu l'interprètes d'une manière et que ton concurrent, il l'interprète d'une autre manière, vous allez faire 2 offres complètement différentes et qui ne vont pas correspondre aux besoins et il y en a peut-être un des 2 qui va être bien et l'autre qui va être complètement à côté de la plaque et tu feras pas un bon choix en bonne conscience. En revanche, pour en revenir à mon achat de machine, moi j'ai le besoin technique, je le rassemble dans un cahier des charges pour qu'il soit fluide à la lecture et que, en tant que novice, moi j'arrive à le comprendre, plus ou moins sur les aspects techniques, mais j'arrive à comprendre où est-ce que je veux aller. C'est-à-dire que mon fournisseur, lui qui est un spécialiste, il va comprendre tout de suite mon besoin. Donc j'adore, j'adore. il va pouvoir faire une offre qui est cohérente, qui est claire. En fait, il y a Si un domaine du coup qui te fait peur, des domaines complexes. En fait, ça me fait penser à moi. Moi, je travaille donc avec des PME industrielles et souvent, si tu veux, c'est des gens qui sont extrêmement techniques et je vais les aider à définir un positionnement qui est clair, marketing pour le marché. Et effectivement, je n'ai pas besoin de connaître la technicité dans le sens où, en s'appuyant sur les équipes et en il faut savoir poser les bonnes questions, faire sortir les bonnes informations et les retranscrire de manière hyper carrée pour que ce soit entendable par tous. Finalement, oui, je me rends compte que sur cette partie-là, on a la même approche de, oui, c'est pas vulgariser, mais c'est retranscrire une information qui peut paraître complexe en quelque chose de simple, mais c'est grâce à un travail d'équipe, comme tu dis. Donc toi, tu fais pareil. OK, tu t'appuies sur c'est pas, le directeur d'achat dans son tour d'ivoire, c'est vraiment toi qui ah descends sur non. le terrain, qui t'appuie sur les compétences techniques et ensemble, on va ça me parle beaucoup plus. Et ça, tu sais que là, on fait tomber un cliché du directeur d'achat qui est loin de tout. En fait, tu es au J centre presque. alors, on est au centre et ce qu'on dit nous, les acheteurs, pour qu'on soit efficace, il faut qu'on soit là dès le début. Parce qu'on en parlait encore sur un post, tout à l'heure, sur un post LinkedIn où, souvent les acheteurs, bah, les clients internes ont un peu cette peur que les si on va dans les clichés, on a peur que l'acheteur, il nous force à travailler avec ce fournisseur et pas un Ouais, autre. je Heu, l'ai vécu. qu'on choisisse, de la mauvaise qualité juste pour les prix, Voilà, qu'on négocie le moins cher possible, qu'on ait plus du tout de service et cetera parce qu'on a négocié trop bas. Ça c'est pour j'adore. moi, j'ai envie de dire, c'est les acheteurs, c'est les anciens acheteurs. Moi, personnellement, j'ai toujours travaillé dans le haut de gamme, dans le luxe, et donc la qualité était toujours en premier dans les critères les critères de décision, c'est la qualité, puis après c'est le prix. Enfin, mais c'est un binôme, c'est un travail en binôme et moi, j'ai envie de lever les clichés où, tout le monde croit que moi, je vais aller acheter pour les autres et puis c'est moi qui vais définir ça. Aujourd'hui, quand j'achète quelque chose pour un client, je lui fais des recommandations parce que sur la base de son cahier des charges, de mon analyse des offres et de ma notation des offres, objectivement, je lui donne accès à mon à mon analyse et à mon angle de vue qui est différent du sien, mais qui avec les process lui permet de prendre la meilleure décision possible et que je vais te dire, moi, honnêtement, ça fait 14 ans que je fais ce métier. Je pense que, allez, 2 fois, j'ai dû être en désaccord avec, le client interne sur quel fournisseur choisir Ah ou quel ouais, prestataire. d'accord. Mais là mais 98 du temps, on est d'accord. Parce qu'en fait, on a un angle de vue différent, mais moi, mes critères et les siens, ils se recoupent toujours. Parce que un bon fournisseur qui est bon sur la qualité, qui est bon sur l'innovation, bah, il a compris le business, il est bon sur les prix, il est bon sur le délai, il est bon sur et finalement, on a une approche moi j'essaye toujours d'analyser des critères qui sont non intangibles. J'aime bien, savoir, si le fournisseur, quand je lui en lance un appel d'offres, il répond à l'heure. C'est des trucs tout bêtes. S'il Ouais. répond exactement à moi, je lui donne une hiérarchie de ce que je veux entendre, ce que je veux lire dans son offre. Entre un fournisseur qui répond point par point, dans l'ordre dans lequel je l'ai demandé, versus celui qui répond en retard et qui répond à côté de la plaque, moi j'ai toujours dit:
ce qui se passe en avant-vente, c'est un condensé de ce qui va se passer derrière. C'est-à-dire que Mais tellement, si le fournisseur pendant un appel d'offres, tellement. il est sous pression, il répond en retard et qu'il répond à côté de la plaque, imagine le jour où tu auras signé le bon de commande. Quand tu vas devoir, livrer ta pièce le 13 mars et que le planning qui a été validé, c'est le 13 mars, tu crois vraiment que tu vas avoir ta pièce le 13 mars? Ouais. Moi, je suis pas sûr. Donc globalement, moi, j'ai toujours été en accord. On s'est toujours mis d'accord et ça a toujours été, voilà, c'est une manière, on apporte notre méthodo pour choisir aussi, et ça, c'est un autre point que j'ai envie de dire, c'est choisir objectivement les fournisseurs. Parce qu'on sort de nombreuses années où on a et encore ça existe, trouve encore en Suisse, on fait des choix liés à l'émotionnel Mais bien et sûr! mais c'est pas bien! Pourquoi? Mais mais non, Je mais suis d'accord. Tu sais, c'est pourquoi? la fidélité récompensée, le fait de pas avoir été déçu par les fournisseurs, mais effectivement, on remet jamais en question ses choix et il y a de l'émotionnel aussi. Alors Non ça, c'est mais 2 choses différentes. Lily, oui, je c'est suis 2 choses d'accord. différentes. Pour moi, J'ai pas donné le bon heu, exemple. non, parce que le fait de se dire ça, c'est des critères que tu viens de citer. De dire l'historique, on a travaillé avec ce fournisseur depuis 10 ans, ça s'est bien passé, on a été content de lui et ça, c'est des critères qui vont venir lui donner du poids dans son offre parce que tu as de l'histoire avec lui, tu as des choses qui se sont bien passées et cetera. Donc ça donne du poids à son offre quand tu lances un appel d'offres et que tu le Oui, mets mais en des fois, c'est la concurrence. sympathie. Allez, je le dis honnêtement, des fois, c'est la sympathie. Je reconnais ou la Ouais. peur de blesser. Je le reconnais. Moi, j'ai vu des Ah ça décisions qui se sont passées et on n'a pas trop compris pourquoi on prenait ces fournisseurs, pourquoi on continuait, mais sur des millions d'euros, hein, je ouais parle. Et ben, on l'a fait quand même. Voilà. Donc, je le reconnais. L'être et humain ça sur la ça sympa s'éfaille, mais d'où l'intérêt de s'accompagner d'un directeur, je pense, d'achat comme toi, externalisé, parce que c'est vrai que tu arrives avec ton objectivité, avec ton absence, entre guillemets, de sympathie pour la personne, parce que tu es là pour remplir une mission pour ton client et quelque part, ça remet les pendules à l'heure aussi. on est neutre. Moi aujourd'hui, et je dis pas que je ne prends pas en considération la loyauté, l'historique avec un fournisseur et cetera. Et c'est là où, l'intelligence émotionnelle d'un acheteur va aller au-delà de tous ces aspects-là, contrairement à de l'IA qui aujourd'hui on pourra peut-être en parler pendant, le temps qui nous est accordé, mais l'IA va remplacer une partie de notre métier d'acheteur, mais n'aura pas cette intelligence émotionnelle d'aller, dire: «Attends, mais lui, je vois qu'il s'entend bien avec lui, puis lui, il est content parce qu'ils s'entendent bien» et que le fournisseur, il répond, au-delà des exigences, de ce qu'on a parce que, il va plus loin que ce qui est contractuellement, accordé entre les 2 entreprises, parce qu'il livre le samedi matin s'ils sont super urgents et cetera. Donc on le prend en considération. Ça, c'est hyper important. En revanche, de prendre une décision à l'émotionnel parce que: «Ah, je l'aime bien, il est sympa, il a fait une bonne soutenance, ouais, il nous a Mmh. offert une boîte de chocolat» et ça, Mmh. c'est rien la boîte de chocolat. Mais tu as un besoin qui est lié à l'émotionnel de dire moi, souvent, je reprenais un peu les gens parce que j'entendais en soutenance: «Ah, ils ont fait une super soutenance, eux, hein. Ah ouais, ouais, franchement, ils étaient bien, les slides étaient bien et cetera». OK, la forme, elle était bien, mais le fond, est-ce que c'était mieux que ceux d'avant? «Ah ouais, non, mais ceux d'avant, ils étaient pas à l'aise et tout, franchement». Et alors? Moi, j'ai non, mais j'ai vu littéralement, j'ai lancé un appel d'offres J'adore. sur de l'intérim auprès de toutes les maisons LVMH en Suisse. On était, 5 ou 6 maisons, on était 10 autour de la table. Donc ça fait peur, 10 personnes autour de la table. On avait 2, une gérante d'une boîte d'intérim locale dans un petit coin, dans la Suisse et sa commerciale. Mais elles étaient tétanisées. Mais vraiment, elles étaient, et j'entendais à l'oreille, tout le monde me disait: «Mais c'est bizarre parce qu'au quotidien, elles sont géniales, c'est des tueuses, elles sont super et cetera». Donc j'ai repris le truc en disant: «Détendez-vous, ça va bien se passer, on discute, c'est cool, c'est voilà». Et quand on a pris la décision, j'aurais dit: «Oubliez le fait qu'elles, elles étaient stressées, tétanisées par l'exercice, versus les autres qui sont, Ouais. des grands cabinets d'intérim qui sont hyper doués là-dedans parce qu'ils ont des Des slides qui sont, commerciaux, tout des ça, ouais, commerciaux, voilà. des Ah oui. et au final, on les a retenus alors qu'il y en a d'autres, des très gros qu'on a écartés parce que, bah, rentraient aussi,
l'analyse de l'existant, l'histoire, le taux de satisfaction de la relation passée et cetera. Enfin, Bah, en c'est tout fait, un tas de choses. en fait, c'est ce que j'aime, en fait, hein, dans ton approche de toute façon. Alors, ce que j'aime, c'est vraiment on s'est bien trouvé, hein. De suite, tu m'as parlé quand je t'ai vu sur LinkedIn, j'ai beaucoup aimé ton discours parce que tu es très humain dans ton approche. J'ai aimé que tu dises, dès le début, moi, je veux accompagner les dirigeants, je veux être ça se voit que tu veux être au cœur de l'entreprise parce que c'est là qu'on peut les aider. C'est pas en restant en périphérie et en se raccrochant au wagon une fois que tout est à peu près signé et on vient de discuter les 10 derniers pourcents. C'est vraiment le problème. Et en même temps, tu arrives aussi avec tout ton côté rationnel où je trouve que que ce soit dans ta tête ou dans les process que tu mets en place, et cetera, les décisions reposent vraiment sur des critères très précis, pondérés et qui vont dans le sens de l'entreprise. Et ça, Ouais. je trouve que c'est un exercice qui est extrêmement difficile à faire pour toutes les raisons qu'on a évoquées. La négociation, le fait de faire un pas de recul, le fait de ne pas se laisser piéger par les biais qu'on a tous humains, les biais cognitifs. Et du coup, je me dis, mais c'est incroyable en fait l'apport, j'ai réalisé avec toi, mais ouais, d'un directeur achat. Non, mais c'est vrai, dans le business d'une entreprise et dans les relations qu'on peut avoir avec les fournisseurs. Et j'ai une question sur ça. On a parlé là des achats un peu séparément. Quel fournisseur choisir, pourquoi? Ce qui m'avait interpellé la dernière fois, j'aimerais qu'on revienne dessus, c'était le fait de avoir une stratégie même plus macro en se disant, mais en remettant en question le pourquoi on lui donnerait pas plusieurs pans, par exemple, des achats pour essayer d'avoir un prix de gros. Pourquoi on aurait forcément parce qu'on apprend des phrases comme il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Bon, alors c'est vrai, mais je trouve que j'ai l'impression que toi tu vas beaucoup plus loin dans ton analyse et des fois tu peux faire des stratégies un peu plus, je vais pas dire risquées, mais qui font plus de sens, auxquels on penserait pas. Je sais pas si tu peux réagir sur ça, c'est un peu vague, hein, ce que je te Bah, demande. non, non, je comprends très bien où tu veux en venir. Là, ce qu'on a parlé, c'est-à-dire que tu as une stratégie d'appel d'offres. C'est finalement, c'est dans la partie un peu plus opérationnelle, tu as de la stratégie pour savoir comment mener ton appel d'offres, comment choisir ton fournisseur. Mais si tu remontes un peu plus haut dans le macro, globalement, tu as des dépenses courantes dans l'entreprise où il y a déjà eu des choix qui ont déjà été faits. Tu arrives pas toujours dans une entreprise où c'est une start-up où il faut tout Ex choisir from nihilo, scratch. Voilà, donc n'est-ce pas? tu arrives, il y a déjà des achats, il y a déjà voilà. Donc c'est pour ça que moi je pars toujours aujourd'hui dans mes accompagnements de l'analyse de la donnée. C'est ça qui va te donner déjà, la cartographie de l'entreprise, un arrêt sur image, savoir avec qui elle travaille, quelles sont les grosses commodités, quels sont les achats critiques, pas critiques, sur lesquels il faut aller, sécuriser de l'achat. Et en fait, en prenant cette hauteur-là, tu vas pouvoir définir ta stratégie parce que Eh tu vas oui. avoir des achats qui sont réputés plus simples, des achats qui sont plus stratégiques, des achats qui sont plus lourds sur lesquels tu dépenses énormément d'argent et il y a des gros enjeux. Et en fonction de ça, tu vas pouvoir définir la meilleure stratégie à adopter pour, une nouvelle fois, atteindre tes objectifs. Si je reprends l'exemple du client de la fin de l'année dernière avec ses arrêts de prod liés à des retards d'approvisionnement, quand on a analysé leurs achats, tous leurs achats critiques, c'est-à-dire que l'achat critique, c'est s'il te manque une pièce, tu arrêtes la prod. Tous tes Ouais, achats critiques étaient mono-sourcing. Donc ça veut dire qu'ils avaient un seul fournisseur pour une pièce. Je ne sais pas si les gens se rendent compte, mais la boîte, elle tient depuis des décennies sur un fil. C'est-à-dire que waouh, demain et c'est le c'est principe de vrai. l'assurance. C'est le principe de l'assurance, c'est que, les gens vont se dire: «Ouais, mais c'est jamais arrivé». Ah! Il suffit d'une fois, hein. Il suffit d'une fois que le fournisseur X, qui est ton plus gros fournisseur ou un fournisseur hyper stratégique, qui te dise: «Lily, je veux plus bosser avec vous demain parce que, j'ai été racheté par votre concurrent, parce que, je vais arrêter de bosser en Suisse ou d'arrêter de bosser en France, parce que mon usine elle a brûlé, parce que, c'est un Mais bien produit que sûr, je ne fais plus faire». Il y a des les tas de aléas ne raisons. manquent pas. Les aléas ne manquent pas, mais comme on dit toujours: «Ça n'a jamais arrivé», on prend le risque. Mais encore une fois, prendre le risque, c'est une stratégie. C'est de se dire: «OK, je prends le risque, mais demain, s'il faut aller qualifier un autre composant et il te faut 8 mois ou 6 à Eh oui, 8 ça mois prend de du de temps. de trésor derrière, donc c'est une stratégie qui doit être réfléchie d'un point de vue achat, hem Mais et donc vraiment, excuse-moi, pardon, je reviens sur ça, je te le dis, je fais une toute petite parenthèse, mais on en revient en fait à au fait que dans les entreprises en général,
on donne on va dire, tout le pouvoir quelque part à la direction commerciale. On est focus sur le chiffre d'affaires. On va regarder le nano, client qui apparaît renouvelé cette année. Tout est important alors que les achats, même les achats critiques, eh ben, on va pas y accorder l'importance nécessaire parce que tant que le chiffre d'affaires est là, tout va bien et c'est complètement faux. C'est une illusion totale. C'est une illusion totale parce que et c'est là encore une fois, on en reviendra sur ta précédente question, sur le niveau stratégique des achats. Ouais. Parce que là, je t'ai parlé de sécurisation des achats, mais c'est ta gestion des risques. Mais tu peux avoir une stratégie qui est liée à pour certaines commodités ou alors si c'est la stratégie de l'entreprise qui en découle, normalement une stratégie elle est top down, hein, c'est la stratégie de la direction et puis derrière tu as, tous tes streams, où tu as, ta stratégie notamment achat, mais tu peux avoir une stratégie de réduction de coûts. Mais aujourd'hui, là où pour moi, les entreprises qui ne sont focalisées que sur le chiffre d'affaires se plantent, c'est qu'en fait, dans une période en plus aussi incertaine que celle-ci, où tu as, heu d'un point de vue géopolitique, on ne maîtrise rien. On a eu le Covid, on a eu, le conflit en Ukraine, tout un tas de raisons qui ont fait que le marché des matières premières, de tout a été chamboulé du jour au lendemain, où il y a eu des +30, des +50, des +1000 sur de l'énergie et cetera. Où tu dis: «Mais je ne maîtrise absolument pas mon chiffre d'affaires. Je ne maîtrise pas, et pour moi, il y a 2 façons d'augmenter son chiffre d'affaires. C'est soit d'aller chercher plus de clients, soit d'augmenter le panier moyen de mon client existant. Oh bah, il y a pas 50 solutions, hein, c'est assez binaire. Pour moi, il y a que ça. Mais comment tu fais dans un monde aussi incertain où les boîtes sont plus en train de licencier des gens, en train de serrer les vis partout, plutôt que d'augmenter leurs commandes chez toi? Donc ça Et veut dire quand que elles essayent de serrer les vis, elles le font mal puisque du coup, tu sais, c'est une réduction, bah, tu sais, par oui, exemple, s'ils sont pas parés pour les achats, ça se prépare, c'est stratégique et quand il y a la panique et que tout d'un coup, ça y est, il faut licencier, il faut couper tous les ponts, on se retrouve avec plus les logiciels qu'il faut. Moi, je l'ai vécu, hein, cette période où, on ouais, nous ouais. enlève les logiciels parce que c'est pas préparé en amont, parce qu'il y a pas eu d'intelligence de l'achat derrière et je pense que c'est quelque chose qu'il faut faire aussi un peu avant la crise. Tu me diras ce que tu en penses. Je te laisse Ah reprendre le mais, fil de ta ah conversation. ouais, ouais. Mais aujourd'hui, en fait, tu ne maîtrises pas ton chiffre d'affaires, ton revenu. Donc la seule chose que tu peux maîtriser, c'est ton achat. C'est Mmh. c'est aujourd'hui, j'achète pour 100, mais est-ce que je peux pas acheter pour 90, pour 80, et acheter la même chose? Parce que je le Ouais. négocie mieux, parce que je l'achète mieux, parce que j'ai une stratégie en amont qui me permet de dire, comme moi, quand je vois des clients qui achètent des produits, et des consommables à 14 fournisseurs ou à 19 fournisseurs pour des fournisseurs d'emballage, de l'emballage à un transporteur qui a 19 fournisseurs d'emballage, je dis: «Mais c'est le b.a-ba des achats, en fait». C'est que plutôt que d'avoir 19 fournisseurs qui se partagent les parts du gâteau, vaut mieux peut-être en avoir 4, 5, qui se partagent une plus grosse part du gâteau. Donc ce qui nécessaire dans le business du volume peut, mener à une négociation de prix parce que tu as plus de volume, des économies d'échelle qui font que, ben, les fournisseurs sont plus à même de pouvoir faire des meilleures offres, des meilleures conditions financières. Mais c'est la seule chose que tu maîtrises aujourd'hui. Et Mmh. pour en revenir à ta remarque, bien entendu, tous les acheteurs doivent militer, je pense de la même manière dans les entreprises. Optimisons avant de couper. On a trop J'adore. C'est mais une belle on a punchline ça. mais on a trop l'habitude de dire: «On fait rien, on ferme les yeux, on est dans le déni». Moi, je vois, des clients aujourd'hui qui sont dans le déni de «Ça se passe bien, le PNL est bon et puis à la fin, il y a quand même une marge, positive donc pourquoi faire mieux, hein?» On ne sait pas. Mais se dire: «Mais au lieu de déclarer 100 à la fin de l'année, si je déclare 150 ou 200, c'est de la trésor en plus, c'est peut-être des dividendes en plus, c'est de l'investissement en plus, c'est du recrutement en plus, c'est de l'innovation». Je ne sais pas si je l'ai dit, mais je l'ai pensé très fort. C'est tout autant Non, de tu l'avais pas raisons dit. pour sécuriser l'avenir, parce que le jour où ça tombe et que tu ne l'as pas fait avant, bah, tu vas couper et quand tu coupes, bah, tu coupes, du marketing. Mais Bah oui, c'est bête, des c'est dans des périodes comme ça, c'est bête de couper du marketing, il faut parce que surtout pas. tu es moins visible. Tu es moins Bah oui. visible, enfin surtout de la com, pas le marketing, mais de la com, parce qu'on fait souvent, on mélange souvent les 2. Mais, de la com, si tu coupes ta com, on te voit plus.
Mmh. d'autres vont continuer à communiquer et les autres vont être visibles et plus toi. Heu, Moi, j'ai vu des boîtes, je disais, je prenais l'analogie, c'est un gros voilier et il y a tellement pas de stratégie financière, d'investissement et d'achat qu'en fait, c'est un gros voilier et quand tu gagnais de l'argent, ah ça ouvrait, partait dans une direction à bâbord et voilà et ça dépensait n'importe comment Ah oui, et hein, dès qu'il y avait une joueur de petite, poker là, on fait all-in. et n'importe comment, Je mais je l'ai voyais des vécu trucs dans des et boîtes très dès que sérieuses, hein, c'est des hallucinant, boîtes hein. très sérieuses et dès que le chiffre d'affaires, il baisse, ah c'est la panique totale Ah et là, mais on ferme les vannes c'est fou, et c'est un avec grand l'inertie, classique on alors, hein. mais moi, ça me fait mal au cœur parce que je me dis: «Mais c'est tellement simple avec des gens, des compétences qui ont comme les miennes, des acheteurs, des gens qui ont la tête bien faite, à dire: "Mais on peut tellement préparer tout ça et on peut tellement"» Alors pour moi, vas-y. il y a plusieurs choses. Il y a plusieurs choses là-dedans. Tu vois, pourquoi ça bloque et pourquoi bah, avec ce podcast, moi aussi, je milite pour que les achats, non mais c'est vrai, arrivent vraiment dans toutes les PME industrielles et B2B qui peuvent se le permettre, même B2C d'ailleurs, hein. Mais c'est que, en fait, pour moi, il y a des blocages qui ne devraient pas exister. Le premier, c'est la peur du changement. Je pense que quand on touche aux achats, tu touches aux fournisseurs, tu viens embêter des relations. C'est pas une bonne nouvelle pour eux, de l'interne, parce qu'ils se disent: «Mais moi, je m'entends bien avec lui». La peur de la qualité, les clients sont contents. Là, il y a une boîte qui tourne, tout le monde est content. Qu'est-ce qui me fait dire qu'avec le prochain fournisseur, ça va être pareil? Il y a cette peur viscérale que l'acheteur n'y connaîtra rien, qu'on va faire un mauvais choix et puis après pour revenir en arrière, le coût aussi, enfin, il est important parce que quand tu reviens en arrière, bah, le fournisseur, tu l'as un petit peu «trahi» entre guillemets, tu es parti chez quelqu'un d'autre, c'est pas évident, il te fait pas le même prix et cetera. Ça, c'est la première des peurs, je pense, à démonter. La Je peux deuxième. répondre à ça ou avant qu'on on Bien passe à la deuxième? évidemment, non Parce t'inquiète qu'après pas, je les je vais garde. oublier. Heu, alors, il faut se dire que ça reste du business. Malgré le fait qu'on ait des bonnes relations avec les gens, on s'entende bien et cetera, ça reste du business. Moi aujourd'hui, j'ai toujours dit, en face des fournisseurs, je dis: «Moi, je me suis toujours bien entendu avec les fournisseurs». Tu peux le voir aujourd'hui encore, ça a été des premiers clients, ça a été des premiers personnes qui m'ont ouvert des portes, chez d'autres clients. J'ai toujours eu des très, très bonnes relations. Mais je leur disais: «Les gars, moi je suis là pour défendre mes intérêts, c'est les intérêts de mon employeur». Heu, mais aujourd'hui, une relation commerciale, c'est une relation win-win. Tout le monde doit être content de travailler l'un avec l'autre. Je suis d'accord. Mais ce qui fait que, tu sais, quand, la peur du changement pour moi, c'est vraiment le pire que tu peux avoir dans l'entreprise aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on se repose sur des acquis, sur des habitudes, avec un fournisseur avec qui on travaille depuis 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, qui est peut-être été même sans aller jusque-là, parce que ça, c'est des cas exceptionnels, mais le fournisseur qui était bon il y a 3 ans, c'est peut-être pas le meilleur aujourd'hui Mmh. et quand bien même tu t'entends bien avec lui, sur le marché, il y a eu quoi? L'innovation, la technologie, la digitalisation, tout un tas de choses qui font qu'aujourd'hui, ceux qui étaient bons il y a 3 ans sont peut-être pas les meilleurs sur le Ah marché. mais tellement! Et et c'est quoi aujourd'hui acheter, bien acheter? C'est trouver le meilleur fournisseur qui va t'aider parce qu'un fournisseur, c'est un partenaire pour moi, c'est lui qui va t'aider à aller atteindre tes objectifs de croissance pour aller chercher des nouveaux clients et vendre des produits ou des services de qualité. Donc aujourd'hui, si ton bon fournisseur, il était bon il y a 3 ans, mais qu'il est pas bon aujourd'hui, mais c'est pas grave. Moi, j'ai des fournisseurs et j'ai eu les 2 cas et c'est là où je distingue des très bons fournisseurs, des mauvais fournisseurs. J'ai eu un exemple où la peur du changement, il faut arriver à la contourner en se disant: «Mais qu'est-ce qui nous rapporte dans la vie aujourd'hui? C'est les risques, Ouais. c'est la prise de risque». Celui qui prend pas de risque aujourd'hui, regarde aujourd'hui on fait un podcast, on prend un risque, on se met en On se danger, met à nu! Enfin on se met presque. à nu, non mais je veux dire, on prend des Ouais, ouais, risques. Moi, j'ai pris des bien risques sûr. en lançant ma boîte, on prend des risques en changeant de fournisseur parce qu'avec les critères de décision à l'instant T en 2026 ne sont plus les mêmes qu'en 2023 et qu'aujourd'hui, en fonction de ce qu'on a audité, de ce qu'on a eu comme offre en face de nous, ce fournisseur-là est meilleur que celui qui était là pendant les 10 dernières années Et et te je finis connaissant avec juste la là-dessus. finesse pardon, ouais, Oui, vas-y. et ce que je veux dire, c'est que il faut prendre des risques. Alors oui, le risque existe. Le risque zéro, ça Ah non, n'existe mais pas. c'est pas la peine, tu Donc ouvres pas une donc boîte. moi, tu vois, on a fait, et encore une fois, très peu, on s'est retrouvés, à dire: «Oh là là, on a fait le mauvais choix». Ça Et m'est je suis arrivé là sûre qu'en dernièrement. plus
Je suis sûre en plus, excuse-moi, je te coupe parce que dans 10 minutes, on a terminé l'interview, c'est passionnant, tu reviendras. Mais je pense que le risque, en fait, en plus, il peut être très maîtrisé et te connaissant, tu as la finesse pour t'adapter au contexte de l'entreprise. Tu parlais tout à l'heure de différents, que tu arrives pas ex nihilo, donc il y a une culture, il y a un contexte et cetera. Je suis persuadée que tu arrives à faire la part des choses et à pousser jusqu'à où ils sont prêts à pousser et ne pas y aller comme un cow-boy. La deuxième des choses que je voulais dire, et après on clôturera du coup. Mais la deuxième chose, je pense aujourd'hui, qui mérite d'être soulignée, c'est que, non, on ne sait pas acheter. Parce que c'est un peu le problème des entreprises. Moi, je connais des entreprises, voilà, qui ont entre 10 et 12 millions d'achats par an. Alors, je viens d'apprendre avec toi le achat direct, achat indirect, je mets tout dedans. Et en fait, ils ont l'impression de bien acheter. Tu vois, pour eux, ils se disent: «Non, mais c'est bon, on a nos fournisseurs, on a les meilleurs prix du marché, on le sait parce que ci, parce que ça». Mais tu as interrogé aussi ça dès le début. Tu as dit: «Est-ce le bon fournisseur?» Parce que négocier avec le mauvais, c'est pas pareil que trouver le bon. C'est même mieux le deuxième sans négocier. Donc, je Mmh, mmh, pense que mmh. ça, «je sais négocier, je suis un bon acheteur», non, en fait, c'est un métier. Ça n'est pas quelque chose qui s'improvise et quand on voit ce qu'on peut gagner à la fin, ça vaut quand même le coup, je pense, Oui. de voilà. Et le dernier, voilà, je voulais le dire, c'est que je pense que on s'imagine aussi que c'est quelque chose qui va trop faire bouger les lignes. Parce que, par exemple, moi, si j'arrive et que je dis: «Je vous refais un site internet et grâce à ce site internet, je vais générer des prospects qualifiés B2B, vos commerciaux vont avoir le calendrier rempli» et je m'y engage, hein, enfin vraiment on s'y engage. C'est beaucoup plus simple, je rajoute du bonheur, finalement. C'est beaucoup plus simple que toi qui dis: «Je vais venir, dans votre entreprise et puis je vais vous changer plein de choses». On en revient finalement au changement, c'est un peu la même chose. Mais je pense qu'une fois qu'on a dépassé ces barrières-là, on a tout à gagner. Il y a pas de raison de ne pas, se faire assister sur ce point clé de l'entreprise. Moi, ça me Bah, en fait, pour moi, on n'a rien à perdre, à part, oui, prendre le risque de se tromper de fournisseur et de revenir en arrière, parce que, ouais, ben, on s'est loupé. Mais ça m'est arrivé une fois, ouais, et c'était dernièrement, avant en que je quitte 15 mes ans. fonctions. En 15 ans Ouais, où on s'est trompé et on s'est dit: «Bah, on arrête quoi, on arrête et puis on va rompre le contrat», et on est retourné chez l'ancien, prestataire, et le prestataire, et c'est là où je voulais en venir en disant les bons et les moins bons, il m'avait dit, «Mais monsieur Philippe Quinonero, c'est le jeu. J'ai perdu aujourd'hui, peut-être que dans 3 ans je vais gagner». Parce qu'il a le j'adore. il bon mindset, Eh et ouais. il est revenu au bout d'1 an et demi. Il a été là, il a été présent, il a fait les choses bien, il nous a facilité la sortie du contrat, et cetera. Il nous a laissé une bonne image, donc quand on s'est dit: «Il faut rechanger», ben, on a dit: «On retourne chez lui». Et à l'inverse, moi, j'ai eu d'autres gens avec qui on travaille depuis 10 ans, où on a eu, pendant l'appel d'offres des remises, de plus de 30 qui pour moi étaient pas justifiées, et parce que je me dis: «Mais pendant 10 ans, on a surpayé, donc moi je suis pas content», et qui nous ont J'adore. littéralement mis des bâtons dans les roues, pour sortir du contrat. Bah, c'est des gens qui remettront, pas de sitôt le pied, chez le client, parce qu'il laisse Et une ces mauvaise gens-là, tu arrives à image. les i ces gens-là, tu arrives à les identifier, tu m'as dit. C'est-à-dire que je pense que le commun des mortels, on n'y arrivera pas. Tu m'as dit tout à l'heure dans l'avant-vente que tu voyais beaucoup de choses et ça aussi, je suis convaincue qu'on n'a pas cette finesse. Tu sais, c'est des choses que tu as développées avec des années où Mmh mh. tu arrives à percevoir dans le verbal, le non-verbal. Il a pas répondu au mail. Tu vois très bien la relation se dessiner sur les 10 ans alors Ouais, que, ça oui. fait, peut-être 10 jours que tu le connais, tu vois? Et ça aussi, je pense que c'est des moments clés qu'on ne va pas percevoir, nous, le commun des mortels, par rapport à toi, ta profession qui t'a obligé, je pense, à développer, je sais pas ce que tu en Mais penses de cette mais analyse? mais oui, parce que moi j'achète tous les jours, j'achète de tout, Ouais, c'est mon métier d'acheter. Donc moi, ça me fait bien rire quand, Corinne de la compta, on la met acheteuse parce qu'elle a négocié son et ouais, appartement et que mais c'est ce que j'ai mis dans un post ce matin, c'est-à-dire qu'à un acheteur, on lui demande pas de faire la compta, donc pourquoi une comptable, on va lui demander de faire des achats? C'est pas les mêmes métiers, c'est pas les mêmes compétences, c'est pas les m le la même expertise, et ce qui compte aujourd'hui, c'est notre expérience. C'est quand on a acheté, des projets IT, et bah, on sait exactement, quelles sont les contraintes, les risques, et où est-ce qu'il faut mettre notre vigilance. Là où d'autres, ben, se veulent y aller tout seuls, et puis finalement, à vouloir économiser quelques jours d'accompagnement, quelques dizaines de jours d'accompagnement, bah, finalement on va se tromper, et puis
on va se tromper de RP, on va se tromper d'intégrateur, on va, payer Et trop si tu savais cher. combien je le vois ça là, le client actuel, il se Mais oui, reconnaîtra, hein. Le RP, c'est une galère, hein. Avec plus de 200 000 € investis, ça ne marche pas. Donc, voilà, si alors justement, c'est le moment puisque nous arrivons à la fin, de ce podcast. J'ai trouvé que c'était court, mais bon, tant pis, on refera un épisode. Que on veux-tu? fera une Ça version 2. passe vite. Non mais je vois ce que tu veux dire parce que ça n'est pas qu'une question d'argent aussi. C'est une question où ça fout une année à l'air si on prend le mauvais ERP, les mauvais prestats. Pareil pour un logiciel informatique, je pense chez un autre comptable, voilà, qui est expert comptable, et cetera, qui s'est planté et c'est 6 mois d'engendrer pour rien, les clients qui partent mécontents, enfin, c'est une catastrophe. Donc, ça se prévoit aussi. J'avais même pas pensé que les achats ont aussi oui, il y a la technique, mais il y a aussi le bon fonctionnement, le bon déroulement finalement des choses. Si toi, tu devais décrire ton accompagnement, voilà, aux gens qui nous écoutent, donc ils seront des dirigeants en général, c'est le top management des PME B2B, ça peut s'élargir, qui sait, j'aurais peut-être une portée internationale, bon voilà, mais Je le normalement la souhaite. cible, déjà que j'arrive à conquérir le cœur de toutes les PME industrielles de France, ça sera pas mal. Toi, quand ton accompagnement, comment se passe-t-il? Comment tu procèdes? Je pense que c'est important pour finir l'émission de qu'on fasse Ouais. un point sur, ton accompagnement concrètement. Concrètement, moi, mon but, c'est de rendre les entreprises plus performantes et dans un premier temps par le biais des achats, et ce que j'aime, moi, c'est vraiment partir toujours de la donnée. J'aime bien partir d'un audit où on permet de dans un premier temps, analyser la donnée pure, savoir quels sont les achats, quels sont les fournisseurs, quelles sont les commodités d'achat, combien il y a de fournisseurs par achat, parce que ça nous permet, comme je disais au démarrage, de donner un arrêt sur image, une cartographie de qu'est-ce que dépense l'entreprise, parce qu'il n'y a pas les mêmes risques entre une entreprise de... Je discutais avec une entreprise qui fait de l'intérim, bien une entreprise industrielle qui a des problématiques achats qui sont beaucoup plus stratégiques que juste acheter du nettoyage en tant Tout que à tel, fait. ou, Oh ou, là ou oui. des stylos, ou des stylos. Et ça, c'est la première partie. Et la deuxième partie, c'est évaluer le niveau de maturité achat. Parce que, bah, ça nous permet aussi, en posant les bonnes questions aux dirigeants et aux personnes qui sont là, de savoir un petit peu quel est le niveau de connaissance des achats, quel est le niveau de maturité des achats aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a des process en place? Est-ce qu'il y a une politique achat? Est-ce qu'il y a des bons réflexes qui sont faits dans les achats pour savoir plus ou moins où est-ce qu'on met les pieds? Et en fonction de Ouais. ça et des objectifs de l'entreprise, en posant les bonnes questions, une nouvelle fois, de savoir, bah, est-ce que l'entreprise elle va avoir plutôt un besoin de réduire les coûts parce qu'elle est dans une situation difficile, manque de compétitivité, il va falloir aller chercher, un peu de marge et bah, du coup, on va se focaliser sur des actions qui vont être plutôt de réduction des coûts. On va réduire le panel fournisseur, on va négocier avec les fournisseurs, on va réduire les coûts pour aller chercher de la performance. D'autres entreprises ont, à l'inverse, plutôt des problématiques, on va dire de risque, de gestion de risque parce que, bah, elles ont, comme le client dont on parlait, des Celui problématiques critique, de j'ai suivi. des achats critiques sur lesquels il y a des retards d'approvisionnement où il faut aller, poser les bonnes questions pour aller définir, identifier la cause racine, savoir, où est-ce que c'est risqué. Parce que, heu, ça on l'oublie beaucoup, mais la gestion des risques est ultra importante aujourd'hui dans les achats parce qu'on dépense de plus en plus et ça veut dire qu'on externalise notre risque et le risque lié à un acteur tiers, tierce de l'entreprise, ça augmente le risque parce qu'on ne le maîtrise pas. Donc une entreprise qui brûle, bah, demain c'est quoi le plan de continuité? Parce que, bah, en fait, l'entreprise elle a brûlé, bah, je peux plus livrer. Donc Un deuxième, c'est fournisseur la qui définition des objectifs. Du coup, vraiment, que ce soit le risque, que ce soit la réduction des coûts, et cetera, on se met vraiment d'accord sur les différents oui, objectifs. exactement. D'accord. Les objectifs et donc soit Et réduction des ensuite? coûts, soit les risques, soit sur des aspects de décarbonation, de RSE, parce que de plus en plus, leurs clients, aux PME industrielles, ont des besoins, des attentes en termes de réduction de l'empreinte carbone et cetera. Et le dernier point, c'est plutôt sur la structuration des achats, mise en place d'un service achat, de processus, de gouvernance, de workflow, de règles d'achat pour vraiment, encadrer la manière d'acheter en entreprise pour que tout le monde puisse Donc tu les laisses l'exploiter au avec un quotidien. process. C'est pas toi qui pars avec ta connaissance, tu les laisses avec un vrai process, avec, des choses qui ont été installées en fonction de tout ce que tu as vu avant et ouais, c'est un package Exactement. complet, quoi, hein.
On Sur mesure. structure et on c'est sur mesure parce que les entreprises n'ont pas les mêmes objectifs, n'ont pas les mêmes Non, contraintes, non, n'ont pas les mêmes on fait menaces pareil. et en fonction de ça, bah, moi, mon accompagnement, il peut se faire autant moi, j'aime bien manger, hein, donc je dis: «C'est soit je cuisine pour eux», c'est-à-dire que c'est moi le manager de transition, c'est moi qui mets en place, c'est moi qui fais, c'est moi qui mets les mains dedans. Soit à l'inverse, ils veulent juste un peu de coaching parce qu'ils veulent le faire eux-mêmes, ils veulent garder la maîtrise, donc Mmh. bah, c'est eux qui cuisinent et je leur donne la recette de cuisine. Soit on peut, cuisiner à 2 et puis il y a un commis, un cuisinier, un commis et puis on le fait à 2 Ouais, et tu comme ça t'adaptes à on se fond. partage. Je me J'adore. dépa exactement, voilà. Non, mais c'est super, non, mais ça m'étonne pas, enfin, c'est pour ça aussi que j'ai beaucoup aimé, le personnage derrière. C'est que tu t'adaptes, c'est vraiment, c'est pas pour rien que tu as été dans l'horlogerie, tout est aux petits oignons et tout est hyper efficace avec Patrick, j'adore. Dernière des choses que je voulais te poser comme question, on va devoir rendre l'antenne. À partir de combien d'achats ça vaut le coup? Alors, je sais pas si la question est bien posée, mais je vais quand même la poser. S'il faut, tu vas me dire, «C'est un non-sens, ça ne compte pas». Mais à partir de à combien le budget achat doit être dans une entreprise? Je me suis mal exprimée, pour faire appel à tes services, à partir de quel seuil? Alors c'est une question un peu délicate parce que chaque entreprise est différente. J'ai envie de te dire à partir de plusieurs millions, 3-4-5 millions, c'est un bon seuil pour avoir, de la matière parce que finalement il faut de la matière derrière. Si on Bien dépense sûr. pour 300 000 €, 300 000 francs, ça fait pas de sens d'aller payer un accompagnement là-dessus. Mais aujourd'hui on était en discussion avec un groupe qui dépense très peu mais qui avait quand même, besoin de structurer, de mettre en place des process. Parce que Mmh. même si demain on ne structure pas, pour créer un service achat, pour qu'il y ait un acheteur, un acheteur à temps plein ou une équipe achat parce que ça ne fait pas de sens. En revanche, de structurer, de savoir quelle est la politique achat, qui a le droit d'acheter dans l'entreprise, qui a le droit d'engager des dépenses, comment si je dois engager une dépense, comment ça doit se passer et cetera. Et ben, ça, c'est hyper important donc finalement, on peut même le Oui, mettre en tu as place très avec bien des répondu. entreprises qui ont moins d'achats, mais qui ont besoin de structurer pour plus de sérénité au quotidien. Bon, écoute, Patrick, c'était passionnant. Je pense que voilà, évidemment, on prend toutes les questions. Si on veut te joindre, on peut te joindre où? Et on refera peut-être, si tu le veux bien, plus tard dans l'année, un autre podcast parce qu'il y a tellement de choses à dire sur le sujet. Je suis un peu frustrée d'arrêter maintenant, mais on pourrait se faire un round de numéro 2. On peut, je serai toujours disponible pour parler de ce beau métier. On peut me contacter soit sur mon site internet, soit, directement, sur LinkedIn. C'est tout simple, Patrick Philippe Quinonero, Agora Conseil, donc voilà. Je mettrai de toute façon toutes les informations. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire, que ce soit sur mon LinkedIn, que ce soit sur ce podcast. Je sais qu'il y a un espace commentaire. Ça nous fera de la matière pour traiter, tu vois, un question-réponse Ouais, pour un round 2, voilà, sur les achats, parce que excellent. c'est un vrai sujet. Merci beaucoup à toi, Patrick. Merci pour l'invitation, merci pour le temps et puis, c'était un super exercice de parler, de tout ça. Et tu été passionnant, vraiment. Bon, c'est gentil. Merci, Bonne fin de journée. tout j'espère que tout le monde pourra penser ça aussi. Ah bah, on en reparlera, mais moi je choisis vraiment mes invités et il faut qu'il y ait quand même, tu vois, enfin comment dire? Que ce soit des passionnés et qu'il y ait une finesse dans les réponses, que tu sais, il y a tellement aujourd'hui, comme tu le sais avec ChatGPT, des posts très IA, c'est pas des experts finalement, que voilà. Mmh Moi j'aime bien recevoir les vrais experts et je laisse les auditeurs le mentionner en commentaire, mais je pense que tout le monde en a eu pour son compte là dans les 1 heure. et bah, tant mieux. Parfait. Allez, bonne fin de Excellent. journée. À plus, merci. Salut! Ciao.